Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Echo 237 dans cette autre édition de l'entretien exclusif. L'homme politique qui est en face de nous est une personnalité qui se fait remarquer depuis plusieurs mois à travers ses multiples sorties, à travers son verbe. C'est vrai qu'il se fait appeler le chantre de la révolution. Il nous a déjà accordé une interview sur cette même chaîne et nous revenons quelques mois après. Monsieur Jacques Bertrand, bonjour. Bonjour mon cher. Voilà, il faut dire que c'est la deuxième fois que vous nous accordez cette interview. Merci déjà. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national à la communication de United People's Party. Oui. Et vous êtes également homme d'affaires. Oui. Merci. Précisément, parce Oui. qu'il faut le dire, homme d'affaires, c'est pas une profession. Je suis précisément chef d'entreprise. Oui. Je suis le directeur général de 3 entreprises qui sont basées au Cameroun. Oui. Global Freight and Cargo, Majal Entertainment et ensuite Sport Espoir. Donc, c'est 3 entreprises qui évoluent dans 3 domaines d'activité différents. La première entreprise fait dans le transit, la logistique, le transport aérien. La deuxième fait dans la communication et la vente des marques. La troisième entreprise fait dans le développement du sport et le placement des talents et des sportifs de haut niveau. Voilà. Je refuse donc que l'on me présente comme un homme d'affaires parce que même les vendeurs de cercueils sont des hommes d'affaires. Oui. Les vendeurs de squelettes humains sont des hommes d'affaires. Les trafiquants de l'autre sont des hommes d'affaires. Moi, je suis un chef d'entreprise dans des domaines précis et connus au Cameroun. Voilà. Voilà, vous revenez justement d'un long périple dans le Grand Nord. Oui. Pouvez-vous nous dire justement les motivations de ce déplacement? C'était pour des raisons politiques ou alors pour des raisons professionnelles? Les deux, mais principalement pour des raisons politiques. Parce que nous lançons un projet qui est la Révolution tranquille, qui est un projet qui englobe tout le monde et qui est un projet pour lequel nous voulons que les Camerounais s'y intéressent. Et il n'est pas question de faire adhérer aux Camerounais à quelque chose alors qu'on ne les connaît pas. Il n'est pas question d'implémenter quelque chose sur un terrain qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle, il y a plusieurs semaines aujourd'hui, nous avons entrepris de faire une sorte de maillage territorial, une sorte de veille géographique sur l'ensemble des terroirs du Cameroun. Nous avons déjà fait donc le tour du Cameroun, à l'exception de la région du Sud et celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que nous entamons dès 2 jours. Dans 2 jours, nous irons à Boya, à Limbé, à Bamenda, nous serons également à Kumba et à Manfé. Nous n'allons pas oublier de passer dans une localité que moi j'affectionne particulièrement, qui est Nkambé, dans laquelle il y a un village, un petit village qui est appelé Tabinken, que je souhaite visiter et échanger avec les populations de cette contrée-là. Mais ça nécessite beaucoup de moyens financiers, non? D'où viennent les fonds pour mener tous ces déplacements? J'ai commencé par vous préciser, et j'ai voulu qu'on commence par là, par vous préciser que je suis un chef d'entreprise établi depuis au moins 12 ans au Cameroun, qui a des activités qui sont étalées non seulement à Douala, à Yaoundé, mais aussi dans le Septentrion, à Garoua, et qui peut investir de l'argent dans quelque chose qui lui paraît véritablement intéressant. Il y a des gens qui choisissent d'investir dans des jeux de hasard, il y en a qui investissent dans la drogue, il y en a qui investissent dans l'alcool, il y en a qui investissent dans les femmes, il y en a. Moi, j'ai choisi d'investir pour le bien des Camerounais et je le fais à suffisance depuis pas mal d'années. Je vous apprends pas que à Douala ici et dans d'autres villes au Cameroun, je m'occupe des nécessiteux, des enfants de la rue, des personnes handicapées, ainsi de suite. Donc, nous menons des actions qui sont des actions philanthropes ou alors philanthropiques dans le sens d'apporter un peu plus de sourire aux gens parce que nous venons de très loin. Vous savez, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Je dis extrêmement. En 2007 encore, quand j'entrais à l'université, je peinais à avoir 75 francs chaque matin pour aller à l'école. Et j'ai eu mon baccalauréat à l'université, au lycée de Ndorem. C'est une bourgade à PK12 à Douala. Et je vous dis, je quittais de Bédi, le quartier Bédi à Douala, pour aller à PK12 au lycée de Ndorem. Et j'avais autour sur moi 75 francs les matins. Et d'autres matins, je ne les avais pas. Donc, je viens donc d'une famille qui est extrêmement pauvre et que nous, puisque nous avons eu la chance et l'opportunité à un certain moment d'avoir une certaine assise et une certaine aisance sur certains aspects de la vie sur le plan matériel, on peut donc participer et donner comme ça
à certaines personnes qui n'en ont pas. Voilà, vous revendiquez aujourd'hui comme le chantre de la révolution. Quelles sont les motivations profondes qui sous-tendent justement votre démarche, votre engagement dans un contexte comme le nôtre? C'est le profond amour pour le Cameroun et le constat du marasme, de l'inertie, de la malgouvernance ambiante et de la dictature dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez, nous sommes dans un pays où, lorsque vous parlez, lorsque vous décidez de questionner, de parler d'un certain nombre de choses qui ne plaisent pas aux gens qui sont à Yaoundé, soit on vous tue, comme on l'a fait avec Martinez Zogo, ou alors, et pas seulement, on l'a fait avec Martinez Zogo, avec Monseigneur Bala, avec Charles Ateba-Yéné, avec Bibi Gota, avec encore Anissé Kane récemment. Donc nous sommes dans une dictature qui puisait est gérée dans une malgouvernance. Et donc là, à ce moment-là, lorsqu'on a un cerveau dans sa tête et qu'on a un amour pour son pays, on doit se lever, on doit faire quelque chose. Certains anciens cadres du PCN, votre ancien parti politique, et même certains de vos followers qui vous suivent parce que vous êtes tellement suivis sur les réseaux sociaux, affirment que vous seriez un bras séculier justement de certaines officines opérant dans l'ombre. Quelle officine, par exemple? Dans le but, bon, je sais pas, dans le but serait justement de ternir l'image de qui? Du PCN et son président, Cabral Libby. Vous savez bien que le PCN et son président travaillent pour le régime dictatorial de M. Biya Paul. Vous savez bien que le PCN et son président ont travaillé depuis 8 ans à détruire toute opposition possible, à détruire toute dynamique qui visait à l'alternative crédible au Cameroun. Vous savez bien que le PCN, son président, et l'ensemble de ses cadres ont travaillé depuis 8 ans au moins, bon, depuis que je suis avec eux, ont travaillé à détruire l'image, par exemple, du professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous savez que M. Libby Lingué Cabral n'a pas jusqu'ici fait un communiqué ou un hommage, lui personnel, à partir de son post, à partir de son compte Facebook, un hommage à Anissé Kane, qui est mort il y a quelque temps pour le Cameroun. Vous savez ce que ça veut dire? Quoi? Non, pas du tout. Ça veut dire que le PCRN, Cabral Libby et l'ensemble de ses amis travaillent pour le régime dictatorial de M. Biya Paul. Et eux alors, ils veulent m'accuser de quoi? Ils veulent m'accuser d'avoir été la baby-sister d'un parti politique qui leur a été donné par M. Atangandi. Ils veulent m'accuser d'avoir refusé d'admettre que le monsieur Issa Tiroma Bakari a remporté l'élection présidentielle au Cameroun. Ils veulent m'accuser d'avoir refusé de présenter les PV aux Camerounais alors qu'ils disent les avoir. Ils veulent m'accuser d'avoir fui en 2018 lorsque la crise post-électorale avec le hold-up électoral de monsieur Maurice Kamto prenait corps, d'avoir été aux États-Unis. Ils veulent m'accuser d'avoir depuis des années tronqué l'opinion, menti aux jeunes et dès que à quelques jours avoir envie d'entrer dans la mangeoire, ils veulent m'accuser d'avoir été au palais de l'unité pour festoyer avec ceux qui bradent les fonds publics. Ils veulent m'accuser d'avoir refusé jusqu'ici d'aller au palais, mais après d'avoir dit que j'y vais parce que désormais je suis avec le président Paul Biya. Ils veulent m'accuser d'avoir dit que depuis que je suis député, que j'ai 1,5 million à l'Assemblée nationale, je n'ai plus faim. Ils veulent m'accuser de quoi? Ils veulent m'accuser de vouloir entrer au gouvernement en qualité de ministre. Tout ce que je vous ai dit là, oui, c'est ce que Cabral Libby et ses amis veulent faire. C'est vrai que vous le dites aujourd'hui, alors que vous avez été au centre de ce parti-là pendant au moins 8 ans, non? Vous l'avez dit vous-même. Pourquoi pendant que vous y étiez, vous n'aviez pas fait mention de tous ces manquements? Simplement parce que je suis une personne fidèle. Simplement parce que je suis une personne qui est digne de ses convictions. Depuis 2017, je me suis mis en accord avec le président de ce parti dans la logique d'apporter une alternative crédible aux Camerounais. J'ai travaillé, j'ai investi beaucoup d'argent. Lui, il me doit 45 millions de francs que j'ai investi pour que nous puissions avoir un meilleur Cameroun, pour que nous puissions avoir un Cameroun qui protège véritablement et qui libère des énergies. Alors lui, tout ce qu'il a fait, c'est se protéger lui-même, c'est de faire en sorte que nous libérions nos énergies dans son intérêt, celui pour lui, d'être toujours vu, d'être ministre, d'être député et tout ça. Est-ce qu'il a pensé aux Camerounais? Lorsqu'un individu comme lui là, il dit que il n'a plus faim parce qu'il a 1,5 million de mois. Est-ce qu'il pense, quand il m'a rencontré pour la première fois et que je l'ai amené au fret aéroport, là où j'avais déjà une entreprise établie et là où il était squelettique comme ça, et que j'ai tout fait pour que ce jour-là, il reparte avec de l'argent parce qu'il fallait dynamiser, il fallait apporter une certaine dynamique à son projet. Est-ce qu'il pense à ça? Est-ce qu'il pense à ce que j'ai fait pour lui lorsqu'il a perdu son père? Est-ce qu'il pense
à tous les sacrifices que j'ai fait pour lui jusqu'ici, en mettant, vous comptez combien de chefs d'entreprise qui peuvent directement s'opposer à la dirigeance de M. Biapol en faisant partie d'un parti politique et en prenant la peine d'aller sur les plateaux de médias pour dire non à la politique de M. Bia et dire plutôt qu'il faut soutenir tel ou tel autre candidat. Est-ce que M. Libilingue pense à ça? Donc vous pensez que vous avez été trahi malgré tout ce que vous avez fait pour lui? Je suis pas le seul à avoir été trahi. Le peuple camerounais a été trahi parce qu'il nous a présenté sa personne comme étant une personne qui apportera l'alternative crédible au Cameroun. Il s'est présenté au Camerounais comme étant une personne qui fera tout pour que nous puissions avoir un autre président, et il disait qu'il est le Macron camerounais. Il disait qu'il sera président. Il disait qu'il apportera un meilleur standard de vie au Camerounais. Il disait qu'il apportera aux Camerounais une protection et il leur permettra de libérer les énergies. Aujourd'hui, qu'en est-il de ce projet? Le voilà qui est allé au palais. Le voilà qui a pris de l'argent pour accepter la fausse victoire de M. Biapol. Le voilà qui veut être député, qui veut être ministre de la République de M. Biapol. Parlant justement de ces allégations que vous affirmez concernant... Il ne s'agit pas des allégations. Monsieur, monsieur, écoutez-moi. Oui, allez-y. Il m'a toujours paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective des choses, plutôt qu'aux imaginations que l'on s'en fait. Oui. J'ai rarement, s'il vous plaît, et là je suis très sérieux, j'ai rarement tiré mes principes de mes préjugés, beaucoup plus de la nature des choses, parce que ce sont les choses elles-mêmes qui me suivent chaque jour et ne m'apprennent point à mentir. Alors quand je dis quelque chose sur ce monsieur, prenez cela comme des vérités d'évangile. Je refuse que vous qualifiez mes propos comme étant des allégations. Voilà, je retire justement cela. Parlant justement de toutes ces dénonciations que vous relevez concernant Cabral Libi, l'opinion justement publique s'interroge depuis longtemps sur les preuves que vous dites détenir. Dites une certaine opinion. Oui, une certaine opinion, effectivement. Pour ceux qui sont un peu cohérents, pour ceux qui sont un peu intelligents, ils se rendent bien compte que je suis là en train de simplement leur donner de l'évangile, de la réalité des faits. Aujourd'hui que les plaignants vous ont porté plainte au niveau de la délégation régionale. Enfin, ils ont porté plainte. Parce que souvenez-vous, souvenez-vous que il y a 4 mois, le même Maître Bébé là, qui se prévaut d'être le plus grand juriste du Cameroun, alors que je suis pas sûr qu'il a un jour été major à l'université de Douala, à l'université au Cameroun, en faculté de droit comme moi, hein. Je l'ai été 3 fois. De mon parcours universitaire en droit, j'ai toujours été le meilleur. Il a annoncé donc, dans un communiqué, il y a un communiqué pompeux, il y a 3 mois, on ne sait pas, qu'il me porterait plainte de la part de son patron, Libilingue Cabral. Et c'est moi qui lui ai rappelé. Et c'est ce qui a été fait. Non, après 4 mois, on rédige une plainte à 4 mois. Ok, la plainte est même arrivée. Hier, la plainte est arrivée. Mais vous avez remarqué que sur cette plainte, la date de la plainte, c'est le 13 ou alors le 10 mars 2025. Ça veut dire qu'il manque de sérieux. Toute cette bande-là manque de sérieux. Parce qu'ils sont des roublards, des menteurs, des fémènes politiques. Bon, ils disent justement dans leur plainte que tout ce que vous racontez sont des allégations. Mais qu'ils apportent la preuve du contraire. Est-ce que si aujourd'hui vous êtes convoqué par justement la justice camerounaise et on vous demande de présenter les preuves, vous les aurez? Mais ce n'est que ce que je demande depuis des mois, monsieur. Quel que soit l'officier de police judiciaire, je suis au niveau de l'officier de police judiciaire, quel que soit son grade, qui me servira une convocation, je me présenterai et je lui apporterai les éléments qui attestent les propos que je suis en train de tenir aujourd'hui. Et je dis même qu'il y a même d'autres choses que je n'ai pas encore dit, parce que je veux être dans un cadre qui est un cadre objectif, dans un cadre qui est un cadre légal pour apporter ces éléments-là. Monsieur Libilingue Cabral, ses amis d'aujourd'hui, ses camarades politiques, ont détruit tout espoir en 2025 d'alternatives crédibles au Cameroun. Mais pourquoi ils s'attaqueraient à vous, puisque ce n'est pas seulement Cabral? Ils ne se sont même pas attaqués à moi. Membres du Ils ne se sont même pas attaqués à moi physique, verbalement seulement. Oui. Mais ces messieurs m'ont cogné avec leur véhicule. Ils m'ont cogné avec leur véhicule il y a quelques mois à l'hôtel de l'Air. J'ai été hospitalisé simplement parce que j'ai dit que je suis plus avec eux. Ils ont essayé de me tuer, comme ils l'ont fait pour Mirabel Lingom, parce qu'ils ont tué une jeune fille qu'on appelle Mirabel Lingom. Vous avez les preuves de ce que vous avancez, j'imagine. Je vous ai dit ici que contactez, même si c'est votre frère, lorsqu'il aura une plaque d'officier de police judiciaire,
Je cause avec lui. Je lui apporte des éléments pour que ces messieurs-là soient coffrés le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, ils sont tellement sûrs d'eux que... Est-ce que vous savez que Camara Libye a parmi lui là un de ses lieutenants qui est appelé Messé Franz Poutine, Messé Franz Fritz, qui a été condamné par la justice du Cameroun à 2 mois d'emprisonnement ferme avec des amendes à payer, et que M. Libye Lingué, jusqu'ici, a tout fait pour que ce garçon-là n'aille pas en prison. Donc il a obstrué une décision de justice alors qu'il est député de la nation. C'est très grave. Dans un pays sérieux, ce monsieur aurait déjà rendu son tablier. Oui, monsieur Jean-Bertrand, il y a quelques mois en tout cas, vous avez été convoqué par la police camerounaise. On se pose la question aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que finalement vous avez la convocation? Qu'est-ce qui s'est dit une fois là-bas? Oui. Je suis dans mon bureau que vous connaissez parce que vous êtes venu la première fois m'interviewer dans mon bureau. Il est 16h un jour, non, 14h. Je reçois une convocation d'un monsieur qui vient là, il me donne la convocation, il me dit, je suis attendu. Je vois la convocation, je vois la signature sur la convocation. C'est signé officier de police 2e grade, modèle Moukandjo, de la PJ. Ce jour-là, j'avais programmé déjà, c'était la veille de mon départ dans le Septentrion. Je me dis donc, puisque la convocation est prévue pour dans 2 jours, je ne peux pas prendre la route pour le Septentrion sans me présenter. Je démarre mon véhicule, je me rends à la PJ de Douala pour rencontrer celui qui m'a envoyé la convocation, c'est-à-dire l'officier de police modèle Moukandjo. Qui est modèle Moukandjo? Modèle Moukandjo, officier de police 2e grade, est mon camarade de classe à l'université de Douala. Nous avons fait de la première année en 3e année sur le même banc. Alors, modèle Moukandjo, que j'ai fait nommer délégué d'amphi à l'université de Douala, parce que j'étais secrétaire général de l'association des étudiants, et que j'avais l'oreille attentive du président qui s'appelait Yves Ndong à l'époque. Modèle Moukandjo me dit ce jour-là, quand je suis devant lui, qu'il ne reconnaît pas mon nom et que il reconnaît avoir signé cette convocation, mais qu'il ne se souvient pas que c'était vraiment mon nom qui était écrit. Je lui dis encore que c'est pas un problème, modèle, puisque tu reconnais quand même avoir signé la convocation, c'est pas un problème. Tu sais, nous sommes des camarades. Et dis-moi donc, qui me convoque et pourquoi, quel est le motif? Modèle Moukandjo me dit qu'il ne se souvient pas de quel est le motif pour lequel il a fait cette convocation, et que la plainte même, c'est sa collaboratrice qui aurait la plainte. Je dis, bon, mais va donc dans les affaires ou appelle ta collaboratrice. Il me dit non, sa collaboratrice serait malade et que lui, il sait même pas dans combien de jours elle va revenir. Donc, en fait, il connaît rien de cette procédure. Il sait rien de ce qui se passe dans cette plainte. Je comprends que là, j'ai affaire à un roublard qui l'a déjà d'ailleurs été, parce que je dois vous rappeler que modèle Moukandjo, en 2009, a été utilisé par Maudit Coco Bébé, doyen de la faculté de l'époque, par Jean Gatsi, un pédophile de grand chemin, par Bruno Bokolo Ebé, recteur de l'époque. Pourquoi vous l'appelez pédophile? Il y a 17 ans, alors que j'étais étudiant à l'université de Douala. Monsieur Jean Gatsi était mon enseignant. Il donnait exactement cours de justice et institutions judiciaires. Monsieur Jean Gatsi, alors qu'il nous avait invités à un café juridique, monsieur Jean Gatsi, il y a 17 ans, m'avait drogué et m'avait violé. Vous comprenez? Et c'est pas quelque chose que je dis aujourd'hui. Je lui ai porté plainte à l'époque, à la Légion de gendarmerie de Bonadjo. J'ai toujours la plainte, qui d'ailleurs est entre les mains d'un magistrat bien connu au Cameroun et à Douala, qui est le directeur du contentieux à la communauté urbaine de Douala. Il s'appelle Moukete Ekoumé, qui était un aîné à l'époque, un mentor pour moi, parce que c'est lui d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir les performances académiques que j'ai eues à l'université de Douala, parce qu'il m'a enseigné la méthodologie juridique. Et c'est grâce à cette méthodologie juridique-là que pendant tout mon parcours, j'ai été le meilleur. Et donc, modèle Moukandjo a travaillé avec ces gars pour que je sois exclu des universités au Cameroun. Et donc, aujourd'hui, quand je vais dans son bureau et qu'il se comporte de cette manière, je l'ai laissé, je suis allé voir le DRPJ, M. Oumarou, commissaire divisionnaire de la PJ, qui vient d'être chassé comme un malpropre pour une histoire de drogue. C'est pour que vous compreniez que cette mafia-là n'a pas commencé aujourd'hui. Il vient d'être démis de ses fonctions par le délégué général de la Sûreté nationale, un acte salutaire d'ailleurs. Donc, je suis allé le voir quand j'allais voir modèle Moukandjo,
Et lui-même a dit que non, il savait pas de quoi il s'agissait. Il m'a confié à un commissaire de police, là, qui devrait repousser la plainte, la convocation, pour une date où je serai disponible. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je suis revenu à Douala. Vous n'avez plus reçu de convocation? Pour le moment, je n'en ai pas reçu. J'attends recevoir. Autant de convocations que je recevrai, autant de présentations que je ferai devant les officiers de police judiciaire. Parce que je ne suis peut-être pas un homme parfait, mais je ne me reproche de rien. Vous n'avez pas peur de finir comme certains qui avant vous, qui étaient moins véridiques que vous, parfois dans leurs propos, mais qui ont disparu pour ça? Je vais vous dire quelque chose. La peur, l'hésitation, les lamentations et le désespoir sont les armes du diable. Vous savez qui m'a appris ça? Non. Billik Man Jean Calvin, révérend Billik Man Jean Calvin. Son nom vous dit quelque chose? Votre père? C'est mon géniteur. C'est un pasteur, l'un des plus grands pasteurs au Cameroun, bien que lui-même il prenne beaucoup de tard, mais lui il m'a enseigné la parole de Dieu que j'ai gardée avec moi. Même si lui, par la suite, il est devenu l'un des monstres que je... Mais vous parlez de votre père là? Écoutez, monsieur, je vais vous dire. C'est à croire que vous attaquez à tout le monde, votre papa, votre géniteur quand même, non? Je m'attaque à ceux qui sont des ennemis de la République. Je m'attaque à ceux qui, dans leurs agissements, mettent à mal la cohésion sociale, l'état de droit, la liberté et la justice sociale. Donc, si vous le faites, que vous soyez mon père, ma mère, ma fille ou ma femme, vous êtes un ennemi pour moi. Parce que vous ne militez pas à ce que la vie se fasse, que la vie continue. Donc, et c'est pour cela que les gens me disent, les Bassa, une certaine classe de Bassa, me disent que je ne devais pas afficher Cabral Libi parce que c'est mon frère Bassa. Alors je vais leur dire devant votre caméra, tous ceux qui sont ressortissants de la grotte de Ngok-Litouba et qui sont d'une manière ou d'une autre proches de manière sociologique de Oumniobé doivent comprendre que nous devons toujours marcher selon le chemin de la droiture, de la vérité et de la justice. Et que c'est sans état d'âme. Nous devons être des Bassa. Et l'homme Bassa a ceci de particulier qu'il est, lorsqu'il est vraiment Bassa, un homme intègre. Quand vous circulez dans la rue, quelle est l'appréhension que les gens ont de vous? Je m'en fous. Est-ce que certains gens vous interpellent et estiment que peut-être vous exagérez en vous attaquant aux autorités? Écoutez, oui. Je vis pas pour les gens. Je vis pour moi, pour ma conscience et pour Dieu. J'essaie d'aider les gens dans mon environnement. Je suis pas là pour savoir et chercher à voir pourquoi est-ce que vous pensez ceci de moi. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ma relation personnelle avec Dieu et ce qu'il a créé. Donc, si moi, je vous ai rien fait, je m'en fous de savoir ce que vous pensez de moi. Ce que je veux faire, c'est dans le bien de la collectivité. Donc, lorsque j'ai un acte qui est dans le bien de la collectivité à poser, je m'en fous de ce que les minorités peuvent penser. Si le bien là est vraiment bien. Certaines fois estiment que votre démarche relève davantage d'une stratégie de visibilité médiatique. Pour faire quoi? Que d'un véritable combat politique. Visibilité médiatique pour faire quoi? Est-ce que je suis un danseur de quoi ça? Est-ce que vous recherchez du buzz? Le buzz? Et que vous n'êtes pas véritablement le chantre de la révolution, pardon. Qui est donc le chantre de la révolution tranquille? Mais d'aucuns estiment que certains ont fait avant, vous vivez sur les estimations des gens? Bon, si je vous pose la question, que répondez-vous justement à cela? Je réponds à cela. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous lisez parfois les commentaires, non? Vous lisez parfois les commentaires. Je réponds même à certains souvent sur les réseaux. Effectivement. Mais pas à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Tout à fait. Parce que même Jésus-Christ, qui est venu sur la terre et a donné sa vie, n'a pas été unanimement aimé. Même Mohamed, le prophète, paix et bénédiction sur son âme, que je suis aujourd'hui, parce que je suis musulman, même lui. Depuis très longtemps? Oui, depuis 2002. Ah, ok. J'ai été islamisé à la mosquée Bilal. C'est à quelques mètres de l'aéroport de Douala. Depuis 2002. Parce que certaines personnes pensent que c'est parce que je suis allé au nord, au Septentrion, que j'ai commencé à parler de l'islam et tout ça. J'ai commencé ma vie spirituelle à l'église du christianisme céleste, qui est une église que mon père chapeaute ici au Cameroun. Mais par la suite, je me suis retiré. Je me suis islamisé et j'ai commencé à appréhender l'islam, Mohamed le prophète et la religion
et j'ai essayé de cultiver ma relation avec le Saint, le Père Saint. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un autre regard sur un certain nombre de choses, sur la spiritualité et d'autres choses. Parce que je suis d'abord un intellectuel. Et un intellectuel n'est pas carré. Il observe, il regarde, il analyse. Donc, vous qui vous accrochez tant à ce que les gens pensent, je veux vous dire aujourd'hui que la masse est bête. La masse ne raisonne pas. Et moi, je m'en fous de la masse. Ce qui m'intéresse, c'est l'objectivité. Je me battais toujours pour mes idées, comme j'ai toujours eu à le faire depuis des années. C'est pas aujourd'hui, je n'ai pas besoin de visibilité pour faire quoi. Vous avez bien remarqué que ma page n'est pas monétisée. Facebook. Tout à fait. J'ai même pas fait de publicité pour avoir les abonnés que j'ai. Je les cherche même pas. J'ai jamais demandé à quelqu'un de s'abonner à ma page. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'au Cameroun, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Ce qui m'intéresse, c'est le message que nous avons à passer, qui est le message de la vérité, qui est le message de la justice sociale, qui est le message de l'équité, qui est le message de la démocratie, qui est le message de l'émergence véritable du Cameroun. Et voilà. Pour cela, pour réussir à le faire, on doit se débarrasser de ceux qui nous gouvernent. Et en premier de fil, de M. Biya Paul, pas dans la logique de le tuer, pas dans la logique de l'enfermer, mais dans la logique de le détrôner, parce que nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans une république, et la république a ses canaux qu'il faut respecter. L'un des canaux qui n'est pas respecté au Cameroun, c'est l'alternance au pouvoir. M. Biya Paul, en 2025, a volé la victoire des Camerounais. Et pour cela, nous organisons la révolution tranquille et nous allons le déloger par la voie de la rue, mais encadrée par la constitution du Cameroun, qui prévoit ce dispositif-là. Nous avons qualifié la révolution... Par la voie de la rue, vous l'avez dit. Je dis par la voie de la rue. Non, mais il est déjà au pouvoir, il a été réélu, non? Écoutez, il a été mal élu. Il n'a d'ailleurs pas été élu, il a été désigné. Mais la Constitution demande justement de passer par les élections. Constitutionnel. Oui, et le Conseil constitutionnel a outrepassé la légitimité. Le Conseil constitutionnel a outrepassé la vérité des urnes. Et pour cela, nous sommes en train de faire une révolution qui n'est pas un coup d'État. Une révolution tranquille. Une révolution qui ne se fera pas avec des armes. Une révolution qui ne se fera pas pour tuer, pour casser, pour chasser. Une révolution qui se fera dans les mentalités et à l'issue de laquelle nous lancerons un assaut pour détrôner M. Biya Paul parce qu'il ne s'agit pas d'un trône. Nous allons le faire et nous le ferons dans moins d'un an. Nous allons réussir à le faire parce que la Constitution nous le permet. Le préambule de la Constitution nous permet d'avoir un droit de grève, nous permet de manifester. Nous allons donc pacifiquement manifester jusqu'aux portes d'Etoudi et nous allons faire partir M. Biya Paul comme certains l'ont fait au Burkina Faso. Là, vous parlez en votre nom ou alors au nom de l'UPP? C'est en votre nom, j'imagine. Au nom de la révolution tranquille. Ok. Parce que je rappelle que vous êtes le président le secrétaire national à la Il faut faire la différence entre Jacques Bekraman, le secrétaire national à la communication de l'UPP, qui est l'United People Party dirigé par des mains de maître. Docteur Gakecha. Dirigé, je dis des mains de maître. Par Amang Gakecha, docteur Amang Gakecha, qui est le président de la Chambre de commerce Canada-Afrique, qui est d'ailleurs le seul sur le terrain du maillage territorial actuellement. Puisque l'UPP est le seul parti au moment où l'on parle qui se déploie sur l'ensemble du territoire national, à installer des comités, à parler aux gens, parce que nous avons pour leitmotiv à l'UPP gouverner pour servir et servir pour gouverner. Et ce parti-là, ne soyez pas surpris qu'à l'élection locale qui arrive, que ce parti ait plus de députés même que des partis satellitaires du RDPC, comme le PCRN en ont aujourd'hui. Bon, on va sortir de cet entretien. Les militants et sympathisants du Manidem ont finalement accueilli le corps de leur leader, Anissé Kané, décédé le 1er décembre dernier. Vous, quel est le commentaire justement que vous suscite cette autre actualité liée justement au décès d'Anissé Kané qui a milité aux côtés de Issa Chiroma Bakary pendant l'élection présidentielle d'octobre dernier, et on sait dans les conditions dans lesquelles il est parti. C'est vrai que les obsèques sont... en fait, la famille qui se prépare justement à programmer une date pour les obsèques
Vous, en tant qu'homme politique, quel est le commentaire justement que vous collez à cette actualité? Vous voyez que je suis très triste quand vous parlez d'Anissé Ikané. Parce que Anissé Ikané, comme Bibi Gota, comme Martinez Zogo, comme Charles Ateba Yéné, comme Monseigneur Benoît Bala, comme beaucoup d'autres personnes au Cameroun, a été assassiné simplement parce que il a pensé à l'alternative. Simplement parce que il a pensé à une possibilité d'avoir un autre président au Cameroun. Simplement parce que il a pensé à aimer le Cameroun. Alors, ce que nous ferons, c'est que nous vengerons idéologiquement Anissé Ikané. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. On va sortir la toute dernière question. Le pape Léon XIV a annoncé au Cameroun du 15 au 18 avril. C'est vrai que les Camerounais fondent beaucoup d'espoir sur son arrivée, peut-être pour permettre aux Camerounais de se réconcilier, parce que la dernière élection présidentielle a quand même divisé une bonne partie de Camerounais. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'arrivée du pape puisse un peu concilier les Camerounais? Écoutez, parce que je suis un homme hautement spirituel, la présence du pape au Cameroun serait salutaire seulement s'il vient dire à M. Biya Paul qu'après 44 ans, il n'a pas pu donner aux Camerounais un meilleur standard de vie. Qu'après 44 ans, les Camerounais manquent d'eau, d'électricité, les Camerounais manquent de logements sociaux, les Camerounais manquent du minimum vital. Alors, il est temps qu'il dépose le tablier. C'est la seule mission pour laquelle la venue du pape au Cameroun serait salutaire pour le peuple camerounais. Parce que quand le pape arrive, c'est beaucoup de milliards. Et ces milliards-là, nous en avons besoin pour construire des routes. Vous connaissez la route Ngaoundéré-Garoua ou alors Maroua-Kousseri? C'est la catastrophe. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Alors on ne veut pas d'un pape qui viendra là pour bénir M. Biya et dire qu'il doit continuer à se maintenir au pouvoir. On veut un pape qui lui dira de partir. Alors si le pape n'est pas capable de le faire, qu'il ne vienne pas. Parce que nous avons prévu, au cas où il ne tient pas un discours qui est clair, dans cette logique-là, nous avons prévu le boucardé. Nous avons prévu faire des manifestations contre sa présence au Cameroun, s'il vient pour continuer à inféoder le peuple camerounais, pour continuer à légitimer la position et le pouvoir de M. Biya Paul. Merci infiniment, M. Jacques Bertrand. M'avait un dernier message à l'endroit de vos sympathisants qui vous regardent avec beaucoup de plaisir. Je vous invite, chers Camerounais, parce que le Cameroun n'est plus gouverné, parce qu'il manque de cohésion sociale, parce que le monsieur Biya Paul nous a promis le 31 décembre 2025 nommer un gouvernement à quelques jours. Nous sommes à 4 mois. Aujourd'hui, aucun gouvernement. Il n'y a plus de cohésion gouvernementale. Les ministres reçoivent des hautes instructions de je ne sais qui. Au port de Douala, il y a eu un couac pour des égos surdimensionnés qui a fait perdre aux Camerounais pratiquement 30 milliards de francs CFA. Alors où nous sommes en train de serrer des ceintures, des individus, parce que depuis des années, ont confisqué des postes de pouvoir, ne veulent pas lâcher, ne veulent pas céder, ne veulent pas nous faire profiter d'un meilleur standard de vie, d'une liberté. Nous avons décidé de les débarquer. Rejoignez-nous dans la révolution tranquille. Elle sera, certes, difficile, mais elle est faisable. Nous l'avons codifiée depuis 17 ans. Nous l'avons systématisée. Nous l'avons mis dans un livre qui est appelé « Le guide de la révolution tranquille ». Nous croyons en ce projet. Nous avons le courage nécessaire pour le faire. Merci infiniment, M. Jacques Bertrand Mont, d'avoir répondu une fois de plus aux questions d'Echo 237. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cet autre entretien réalisé justement dans un hôtel justement de la ville de Douala, où notre invité a bien voulu nous convier pour cet échange riche. J'espère que vous avez tiré beaucoup d'enseignements et de leçons. On se retrouve très prochainement avec notre invité sur Echo 237 dans la même émission. À très bientôt. There are events, and then there are those that bring together a people, a vision, and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here.
From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage.